Vous êtes sur la boîte vocale de Lux Noise, à la croisée de la lumière et du son. Laissez votre message. Bonjour, c'est Patrick Azero. Aujourd'hui, je vous propose une plongée dans le monde du frantougais, cette nouvelle langue, sorte d'hybride entre le français et le portugais, avec l'humoriste José Cruz. Premier sketch en famille où il teste sa plume et son talent, premiers émois au théâtre, puis il enchaîne les dates, écume les scènes, des petits cabarets jusqu'à l'immense palais des congrès, en passant même par l'Olympia. Pour démarrer cet entretien intimiste, on se salue avec l'interjection qui donne nom à son one-man show. Hola! Bonsoir José. Bonsoir Patrick. Est-ce que je devrais commencer par Hola José? Ah bah on peut dire hola, ouais. Hola Patrick. Voilà, en tout cas, merci à toi d'être parmi nous dans notre petit espace Lux Noise. Je voulais te demander une question qu'on a dû te poser 30 000 fois, j'imagine. C'est comment t'es venu le Hola pour nommer ton spectacle? Est-ce que c'est venu de l'interjection portugaise Hola pour saluer les gens? Ou peut-être, qui sait, des glaces typiques, le gelado de Zorla, je ne sais pas. Eh bah plusieurs choses de ça, en effet. Bah il y a les glaces de mon enfance, puisque le spectacle traite de mes origines françaises et portugaises. Et pendant mes vacances portugaises, bah il y avait en effet les glaces Hola qui faisaient notre bonheur en partant de la plage. Trop bon. Aussi parce que bah Hola, bah, comme tu dis, bah, ça veut dire bonjour, bonsoir, salut, coucou. Et puis que c'est un mot facile à retenir. Et puis bah, surtout parce que c'est aussi un mot qui au jour d'aujourd'hui est rentré dans la langue française avec les Hola dans le stade. Ah bah oui, Voilà. le stade, les stades de foot. Exact, et donc c'est cette espèce de chose de communion entre plein de personnes. Ah ouais. Donc, Et il voilà. t'arrive de saluer des gens comme ça dans la rue? Ouais, beaucoup, et des gens qui me reconnaissent, des gens qui ont vu le spectacle, et puis bah moi-même, même aujourd'hui, je dis hola quand je croise des amis. J'imagine que tu as des gens, bon ce soir pour Réinvocation on se retrouve au Théâtre des Anges, c'est beau, Voilà. hein, c'est poétique, à Herblay. Un dans beau le Val petit d'Oise. café théâtre à Herblay. Et j'ai bien vu qu'à la fin les gens te disaient, au lieu de au revoir, ils disaient des fois hola. C'est ça. Le but c'était aussi de trouver un titre facile à retenir et que les gens garderont en mémoire. Et c'est vrai que ce petit mot-là, bah, il est tout sympa, tout chaleureux, et puis bah, il est super facile à retenir. Ouais. Alors José, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore, tu es d'origine portugaise évidemment, mais tu es né en France. C'est ça. Je suis un frantougais, un franco-portugais. Et ouais. J'ai les Et deux tu es né cultures. ici dans le coin, pas très loin en tout Ouais, cas. je suis né à Poissy dans le 78, j'ai grandi à Achères, j'ai de la famille pas très loin, Éragny, dans le 95 à Conflans, et voilà, c'est un peu la petite région où j'ai passé toute mon enfance et mon adolescence. Très bien. Et tes parents ils viennent du Portugal? Ouais, mes parents viennent du Portugal. Tous les Mon deux. père et ma mère viennent du Portugal. Mon père, il est du nord, Bragança, Ah oui. Trás-os-Montes. Mhm. Et ma maman, elle est tout au sud, Lolé, au Oh dis bord donc, de la mer. les deux extrêmes. Les deux extrêmes, 800 km, et Et ils ils se sont sont retrouvés rencontrés à C'est Paris. magique ça, c'est Ouais. l'immigration aussi. Hein. C'est ça. Ah Ouais. ouais, En fait, les deux ils ne seraient pas extrêmes, venus ici, je serais par là. Ah tu m'étonnes. Parce que hein. là-bas, ils ne se seraient pas rencontrés. Et dis-moi, tu nous as dit tout à l'heure un petit peu en off, après ton spectacle, d'ailleurs carton plein comme toujours, hein, Ah, ça a bien marché, malgré la concurrence déloyale du foot. Hein. Et oui, et surtout que j'ai Champions appris League. qu'en plus Barcelone a gagné. J'étais pour la Juve. Ouais, voilà quoi. Mais en tout cas, voilà, nous on était bien là et puis le public était super ravi. Ouais. Et tu nous as dit donc en off tout à l'heure un truc que je trouve assez pertinent, assez original même et intéressant dans ta plume, dans ton spectacle. Il y a des chiens qui aboient, on se croirait vraiment au village. Ouais, c'est ça. J'étais en train de me dire la même chose. On va essayer de couper au montage. Quoique, c'est un côté bucolique peut-être. Dis-moi, tu nous as dit qu'il y avait 3 règles que tu t'étais imposées entre guillemets pour ce spectacle. Ouais. Dès le début, en fait, l'idée toujours d'un spectacle, c'est toujours avoir une idée de qu'est-ce que je vais faire, qui à la limite sera différent des autres, sans que ce soit une question au départ, est-ce que ça va être mieux, est-ce que ça va être moins bien, c'est pas la question, mais qu'est-ce qui va faire que toi tu vas faire un spectacle qui, quelque part, bah, ce sera ta plume à toi, avec tes caractéristiques à toi, et puis bah, moi je m'étais dit en effet avec ma metteuse en scène, dès le départ du travail, qu'on aurait 3 règles, sur lesquelles on était d'accord les deux, c'est que la première, on n'utiliserait pas de mot portugais dans le spectacle en version française. Le seul mot en portugais c'est hola, mais hola, comme on vient de le dire, est entré aussi dans la langue française. Donc c'est le seul mot. La deuxième, c'est qu'il n'y aurait pas de gros mots portugais. Tout ce que les gens connaissent et attendent, Ouais, c'est et sur déjà- lesquels on nous attend, parce que plein de fois on nous appelle par exemple au caray. Ouais, exactement. Voilà, tout ce qui est caray, tous ces faux de ces compagnies, on n'en met pas. Les gens le savent, ils connaissent, pas la peine, on va pas les surprendre avec ça. Et la ça. troisième, bah, c'était de ne pas parler de la morue.
Ah oui. C'était les 3 règles de base dès le départ du spectacle pour essayer de faire quelque chose qui soit différent et qui soit vraiment pour le coup personnel. En tout cas, chapeau bas, parce que ne pas déroger à ces 3 règles, ne pas succomber à ces tentations, des fois de la facilité aussi, c'est Bah ouais, c'est parce qu'il énorme. suffit de dire dans une salle, ou même on le sait tous, à un moment, si tu mets quelques gros mots portugais que les gens peuvent entendre, ont déjà tous entendu, t'es sûr que tu vas obtenir l'hilarité des gens, le rire, parce que ah oui, ça je connais. Et donc voilà, ces 3 règles-là, les 3 trucs sur lesquels les gens s'attendent, on les enlève et on va essayer de les surprendre. Exact. Et dis-moi un truc qui m'intrigue quand même. Moi, je t'ai vu il y a quelques années dans un... Alors, les 2 fois où je t'ai vu, j'avoue, c'était dans des contextes assez originaux, assez atypiques même. Bon, là, c'est déjà moins atypique, c'est une salle de théâtre. Mais la première fois, c'était quand même dans un lieu assez hors du temps, dans une autre dimension. un club, on peut le dire, un petit peu 3e âge, Ouais, c'est ça. dans une autre dimension que la tienne. Un dancing. Un dancing, ah ouais, Dancing. c'est joli, dancing. Hein. Ça fait américain en plus. Ouais. Et c'était une dancing night assez endiablée pour le 3e âge. Et toi, tu arrives comme un cheveu dans la soupe et tu as réussi à embarquer tout le monde avec toi dans ta galère et dans ton univers. Et je vois que le spectacle a beaucoup évolué depuis ces dernières 4 années. Depuis combien de temps tu le rôdes déjà, tu Alors, joues ce spectacle? Ce spectacle, je le travaille maintenant depuis 6 ans. En 6 ans, il y a eu 4 versions. La dernière date maintenant d'il y a 1 an, et puis voilà, ce sera la dernière version de ce spectacle. Et c'est vrai que souvent les artistes, quand ils font évoluer leur premier spectacle, ils restent toujours du début du premier spectacle, mais après ils changent de titre. Et moi, dès le départ, quelque part, je savais où je voulais arriver. Au début, j'avais pas encore les moyens, j'avais pas encore les textes qui me permettaient d'aller où je voulais, mais aujourd'hui, je suis arrivé à ce que je voulais dès le départ. Il m'a fallu donc tout ce temps, mais en effet sur lequel j'aurais pu faire quasiment 2-3 spectacles différents, puisque les premières versions parlaient énormément de cinéma. Il y avait des élections des Oscars, il y avait Hollywood, tu tout plein de trucs, voilà, j'y étais. Et tout ça, j'ai enlevé pour finalement arriver à ce que je voulais au niveau des thèmes, et j'ai juste décidé de ne pas changer de titre, parce que moi, dès le départ, je savais que je voulais arriver à ça. Donc et voilà, je me ça a souviens pris que un tu peu étais de le temps. Portugais qui débarquait à Hollywood à côté des grandes stars. C'est ça. C'était un moment assez hilarant. Cette partie-là, elle l'a sauté pour d'autres parties. Mais voilà. Donc ça fait 6 ans de travail et 4 versions. Et aujourd'hui, voilà, on est arrivé à ce que j'imaginais plus ou moins au début, dès le départ. Alors, j'imagine qu'évidemment, comme tous les humoristes, tu as dû tester un peu ce spectacle et bien le rôder avant. Quel a été ton premier public au tout début? Tu t'en souviens encore avant de le transposer sur une grande scène? Ma toute première scène, mon tout premier sketch qui n'est jamais entré dans le spectacle d'ailleurs. Mon tout premier sketch, c'était dans un café-théâtre, un cabaret à Paris, qui s'appelle Le Grenier. C'est rue Runka dans le 17e, et il y a des artistes qui passent là-bas qui sont quand même assez connus. Thierry Rocher qui est sur Paris Première notamment. Voilà, il y a des gens qui étaient à la classe avec Fabrice. Ah oui. Et par contre, ils avaient la particularité de laisser passer de jeunes inconnus, de jeunes débutants pendant 5 minutes entre les artistes. Il y avait à chaque fois un plateau de 3 à 4 artistes. Et ils donnaient 5 minutes aux gens. Et un soir, je débarque et je dis, voilà, j'ai écrit un sketch, est-ce que je peux le tester? La salle était pleine. C'était archi comble, ça riait du tonnerre, et moi j'arrive, je fais un premier sketch de 5 minutes, il y a 6 ans exactement, et ça ne marche pas. Ah ouais. Ça ne marche pas, mon texte faisait 5-6 minutes, le patron m'a m'a profité dit... pour, je sais pas, refaire les murs ou un truc comme ça. Non, j'ai voulu me suicider, mais voilà, c'est l'eau des artistes, quand tu te lances dans un truc, ça peut ne pas marcher, il faut l'accepter, et c'est là aussi ça se décide si tu as vraiment envie de le faire ou pas, si tu le sais toi. Je suis rentré chez moi, j'ai pas dormi pendant 2 jours, j'ai réécrit ce truc-là, qui faisait 5-6 minutes, j'en ai fait 2-3 minutes. Et le directeur, Jean-Marc Ferrol, m'avait dit, reviens dans 15 jours, 3 semaines, tu le retravailles, voilà. Et je suis revenu 2-3 jours après. Je dis, je peux retester? Tu t'es planté. Ouais, mais j'ai réécrit. Ça fait combien de temps maintenant? Ça fait 2-3 minutes. Bah vas-y. Et il m'a représenté entre... et là, les 2-3 minutes ont marché. Et voilà comment l'histoire a commencé. Comme quoi, faire court, mais j'ai pas dormi, voilà. Souvent c'est ça, c'est la première règle. On apprend que plus c'est long et moins ça risque de marcher, surtout quand on est marre, et qu'il vaut mieux y aller petit à petit. La durée moyenne d'un spectacle comme ça pour toi, c'est quoi là où tu te sens vraiment à l'aise? C'est 1 heure et quelques? Alors je suis plus habitué à jouer la formule café-théâtre. Comme on est ici ce soir notamment, on est sur du 1h05, 1h10, 1h15. Voilà.
Et puis après, il y a la version théâtre. Lorsqu'on est dans des théâtres avec une grande capacité de public, avec tout ce qu'il faut aussi comme éclairage, on monte un spectacle d'1h30, 1h45. Et puisqu'on parlait du public, est-ce que tu trouves qu'au fil des années, tu as déjà un public, on va dire type, ou est-ce que c'est très éclaté, très hétérogène? C'est des francophones, des lusophones, c'est quoi? Bah, c'est là où je suis content, comme tu as pu le constater aussi ce soir, la majorité sont français, mais il y a aussi plusieurs personnes qui sont franco-portugaises, où il y a un peu couple mixte, comme le couple du premier rang, le monsieur était français et sa copine était portugaise. Uh-huh. Et c'est là où je suis content, c'est de réunir finalement toutes les cultures, pas juste la culture portugaise sur ce spectacle. Bien sûr. Il y a un truc où tu es indéniablement très 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 fort. C'est que les premières secondes ou premières minutes du spectacle, au moment où on te voit monter sur scène, tu trouves vite tes cibles, tes têtes de turc comme on voudra, tes complices. C'est de plus la ça, des soirée. complices. Des complices, ouais. Comment tu captes ça? Est-ce que tu sens les gens qui pourront jouer le jeu pendant le spectacle avec toi? Ça c'est pareil, c'est avec toutes ces années de pratique. Donc des fois ça marche, des fois ça marche pas. Mais plus tu pratiques, plus tu bats le fer, plus tu captes très vite l'état d'esprit des gens. Et si des gens se mettent d'eux-mêmes au premier rang, tu sais que c'est des gens qui sont venus pour s'amuser. C'est aussi des réflexions qui se mettent automatiquement en tête. Si t'as pas eu à forcer les gens à se mettre au premier rang, c'est qu'ils sont contents d'être là. Donc tu vas pouvoir jouer avec eux. Si les gens réagissent en regardant les personnes avec qui ils sont venus sur des vannes, les premières, c'est-à-dire qu'ils sont à l'écoute et en même temps ils renvoient quelque chose des côtés. Donc ils sont prêts à jouer, à rentrer. Si tu vois des enfants, tu sais qu'il va falloir en tenir compte. Si tu vois des personnes très âgées, il va falloir en tenir compte. Et ça, ça se joue sur 1-2 minutes grand maximum en début de spectacle. Et sur les premiers tests justement avec les jeux, avec ces gens, tu sais très vite tu sais jusqu'où tu peux aller. Et ce soir par exemple c'était super cool parce qu'on pouvait aller très bien. Ah très oui, loin. Il y avait une alchimie totale avec le public. Est-ce que je sais pas, il y a eu déjà des débordements positifs ou pas sur Souvent, scène? Est-ce beaucoup. qu'il y a des gens qui sont venus sur scène, je sais pas, sauter Ouais. sur toi ou je sais pas? Non, mais par exemple, les la mots, toute dernière scène qu'on va pas révéler, Ah. mais le contenu de Mais pourquoi merde? Pourquoi les artistes se disent merde? Oui. Et donc les clubs, quand ça se passe très très bien et qu'on peut déborder, qu'on est en format théâtre, en fait la dernière scène par exemple je la joue avec quelqu'un du public qui vient faire la marquise, le cocher pour raconter l'histoire des calèches et des chevaux. Et du fameux mot merde qu'on dit toujours encore. Hein. Donc voilà, si, il peut y avoir, mais sinon dans le spectacle, dans la première partie du spectacle, non. Ça c'est une interaction avec le public, mais je fais en sorte de rester maître du spectacle en étant le seul à monter sur scène. Alors, question classique évidemment, mais c'est toujours intéressant pour les gens qui commencent à te découvrir ou qui te redécouvrent, mais surtout pour les nouveaux qui débarquent dans ton univers. Comment t'es venu à la scène? Est-ce que ça a été un rêve de gosse et tu le dis d'ailleurs dans le spectacle un petit peu, quoi, fils de portugais qui vient d'un milieu plutôt ouvrier, je pense. Ça n'a pas dû être très facile de d'imposer tes choix de vie et de carrière. Hein. Mais tu as décidé tôt parce que tu as traîné aussi dans le milieu associatif, par exemple. Tout à fait, ouais. Est-ce que dans le milieu associatif, déjà, les ateliers, les pièces de théâtre, ça je le faisais. Eu le déclic? Simplement, je me doutais pas à aucun moment qu'on pouvait en faire un métier. Et surtout, que c'était un métier qui s'apprenait. Moi, j'ai découvert très tard qu'en fait, il y avait des vraies écoles de théâtre. Ça, faut le dire aux gens, parce que beaucoup de gens ne pensent pas qu'il y a cette partie derrière. Mais il y a une vraie formation. Moi, au début, je prenais des cours de théâtre en association, après dans des petits cours dans des théâtres. Mais voilà, on faisait un spectacle à la fin d'année, 2 des fois avec un pour Noël. Mais je pensais que je me doutais pas qu'à un moment, tu pouvais rentrer dans une école et un peu comme à la fac après le bac, rentrer par exemple comme moi je l'ai fait à l'école Claude Mathieu pendant 3 ans, 20 heures de cours par semaine, plus les heures de répète à côté, donc un boulot de 40 à 60 heures par semaine, plus commencer à jouer aussi. Et ça j'ai découvert très tard, après mon bac, donc une fois que j'ai mis un peu d'argent de côté, parce que ces écoles sont privées, elles coûtent cher, bien sûr, j'ai mis un peu d'argent de côté en travaillant, je prenais des cours, et puis un jour j'ai passé les auditions des quelques écoles à Paris, et je suis rentré à l'école Claude Mathieu. T'as été un peu à l'étranger aussi, hein? Ouais, j'ai fait des stages à l'étranger, aux États-Unis, en Angleterre aussi à Cambridge. Des stages, parce qu'un de mes rêves c'était de jouer en Angleterre et de jouer avec Spielberg aussi, comme je raconte dans le spectacle. Bon, ça s'est pas fait, mais qui sait? Qui sait? Bientôt? One never knows. Mais voilà, quoi, c'est une vraie formation, c'est un vrai travail. Et c'est ce qui me permet aujourd'hui que ce soit mon métier maintenant depuis une dizaine d'années. Tu as fait des études dans le commerce et aussi, finance. Comment tu t'es dit un jour, je délaisse complètement les chiffres et je passe sur scène et je fais le mariole sur scène Pour la petite histoire, ces études, moi je les ai fait en alternance.
Justement, je voulais pas demander d'argent à mes parents pour payer mon école de théâtre. Donc j'ai fait des études d'alternance. C'est-à-dire que j'allais une semaine en entreprise, une semaine en cours. Je gagnais de l'argent que je mettais de côté. Donc j'ai fait bac plus 3, bac plus 4 à ce niveau-là. Et en même temps, je prenais des cours en fin de semaine. Et puis quand j'ai eu assez d'économies, mes parents n'étaient pas au courant. Ils ne savaient pas que je prenais d'ailleurs des cours. Par exemple, j'étais allé au cours de théâtre de théâtre Alexandre Dumas à Saint-Germain-en-Laye. Mes parents ne savaient pas que j'y allais et que j'ai fait des spectacles de fin d'année. Et une fois que je suis rentré à l'école Claude Mathieu, un jour, j'ai passé les auditions. Quelques jours après, ils m'appellent. Bon, vous êtes pris. Donc là, ce soir-là même, cet après-midi même, j'ai donné en direct ma démission à mon patron. Et le soir même, j'ai annoncé à mes parents qui étaient au courant de rien. Bordel de merde. Et mon père. Et voilà comment l'histoire a commencé. Mais et là, il a dit de sortir la réplique. Ça a été assez dur parce qu'en même temps, c'était très net. C'est-à-dire, ils n'étaient pas au courant trop avant de ce que je faisais, de mon temps libre. Et ils ont appris net que voilà, j'entrais dans une école de théâtre. Il n'y a pas eu de préparation. Je vais faire du théâtre, peut-être un jour je serai acteur. Non, ça a été très net. C'était aussi un rêve très personnel. Moi, c'était un rêve que je gardais beaucoup pour moi parce que quelque part, ça faisait peut-être partie des trucs. Je croyais que c'était pas possible dû à mes origines, dû à la vie que j'avais eue, à l'éducation que j'avais reçue. Parce que pour mes parents, par exemple, c'était pas le genre de métier à faire, même pas à tenter. Il n'y avait aucun avenir là-dedans. Comme quoi, il faut y croire. Hein. Et puis bosser, une fois de plus. Beaucoup de boulot derrière. Hein. C'est pas que ce qu'on croit, des fois. C'est ça, beaucoup de boulot. Énormément bossé. Tu as été un des premiers humoristes d'origine portugaise, en tout cas, à jouer sur l'accord de l'autodérision, parce que tu en joues à la fois avec sarcasme, tendresse. C'est un hommage aussi à tes parents et à cette génération-là, évidemment. Tu dois connaître évidemment le travail d'autres, comme Francisco Icunha, des gens comme Dial, d'ailleurs, qui n'est pas du tout à la base portugais, ni d'origine portugaise, qui fait son sketch et même des pubs assez rigolote sur l'accent des Portugais. Ne penses-tu pas que ça peut devenir une sorte de fonds de commerce pour certaines personnes, un effet de mode quelque part? Parce que c'est vrai qu'il y a un engouement sur Internet, par exemple, de plus en plus. C'est vrai. Après, en même temps, quand tu regardes bien, c'est quelque chose qui est assez récent. Finalement, ça fait assez peu de temps qu'on parle de cette communauté portugaise, aussi bien sur scène que même au cinéma. Il a fallu attendre la cage dorée, communauté portugaise qui est arrivée dans les années fin 60-70. Il a fallu attendre 30-40 ans pour voir un film, en plus surtout pour une fois une comédie, qui traite de cette culture-là. Donc un faux de commerce, tout ça, après à partir du moment où tu fais du spectacle, quelque chose, tant qu'à faire, il faut que ça marche. Parce que ça coûte beaucoup d'argent aussi de faire un spectacle et surtout de faire un film. Donc c'est bien si ça te permet d'en faire ton métier. Et puis comme tu le disais, moi j'ai décidé d'en parler parce que j'avais commencé à écrire des sketchs quand j'étais déjà à l'école Claude Mathieu. Mais c'est quelque chose que je repoussais. Et un jour je me suis dit, voilà, maintenant je vais essayer de faire un spectacle là-dessus. Un seul en scène qui traite à la fois de tout ça, de toutes ces blagues qu'on peut entendre, de tous ces trucs qu'on nous raconte, et ça depuis par contre 30-40 ans. Mais que ce soit aussi à la fois un petit hommage. Parce que comme je dis à mes parents, j'en rigole. Mais c'est grâce à eux si aujourd'hui moi je suis sur scène. Ils doivent mieux l'encaisser en fait. Hein. Maintenant oui. Comme ça, au début, dans le spectacle. j'avais peur. C'est bien vu ça. Au début j'avais un peu peur d'ailleurs. Mon père n'est pas venu me voir tout de suite dans ce spectacle. C'est de tous les spectacles que j'ai fait, avant d'arriver à ce spectacle j'en avais fait une vingtaine. À chaque fois j'invitais mes parents pour qu'ils viennent voir ce que je fais. Mais celui-là j'ai mis beaucoup de temps à les inviter. J'ai attendu 2 ans. Et après ils ont bien aimé et puis ils ont trouvé en effet... Et la façon dont tu les traites sur scène, imiter leur voix, leur mimique, ça leur a plu ouais, sauf que je me souviens, mes cousins, quand mon père était venu voir le spectacle la première fois, c'était à Saint-Germain-en-Laye, c'était au théâtre Jean Villard, c'est une belle salle de 400 places, c'était archi plein. Et j'avais dit à mes cousins, vous mettez au fond avec mon père et autour de lui, pour pas qu'il se lève et qu'il vienne sur scène. Et mes cousins m'ont raconté, après, pendant le spectacle, quand on arrivait, c'est parti sur mon papa, ton père, il nous disait, c'est pas vrai, il est coquin, c'est pas vrai. Il y avait des gens autour du public et il était en train de se justifier un peu. Non, c'est pas vrai. J'ai bien fait de leur dire de se mettre au fond. Mais voilà, non, maintenant ils le vivent très bien, ils sont contents, ils voient que ça marche et que c'est pas du tout des insultes ou juste des blagues pour être des blagues. Il y a aussi un vrai fond derrière. C'est-à-dire, comme j'ai dit aussi à un moment dans le spectacle, il n'y a pas de fumée sans feu. Oui, malheureusement, c'est une communauté qui parlait pas le français quand elle est arrivée. Le seul moyen de travailler, c'était de faire les fameux travaux manuels qui ont donné quantité de blagues, mais en même temps c'est un image parce que c'est grâce à tout ça que leur objectif dès le départ c'était de donner une vie meilleure à leurs enfants, et ils l'ont réussi puisque moi grâce à eux tout ce travail, tout ce sacrifice, moi j'ai pu réaliser mon rêve à moi aussi qui était de monter sur scène
et de faire un spectacle qui traite à la fois cette communauté dont je suis très fier, ainsi que de la communauté française dont je fais aussi partie, 50-50, et en même temps que ce soit drôle et que ce soit aussi un hommage. Est-ce que tu te reconnais justement dans les portraits qu'on voit dans certains sketchs d'autres, et surtout le fameux film qui a fait beaucoup de parler de lui, La Cage Dorée, qui a été après adapté dans d'autres langues, surtout en portugais évidemment. Comment vois-tu finalement, question un peu simpliste, comment vois-tu au jour d'aujourd'hui là, l'image qu'ont les autres des lusophones et surtout des Portugais de France? Moi je crois que grâce à tout ça, il y a une image qui est de mieux en mieux, de plus en plus positive, parce que si on prend la Cage Dorée, qui a été un super succès, et qui a donc, encore une fois, fallu attendre 30-40 ans pour voir un film en France qui traite de la communauté portugaise. C'est énorme, C'est vrai. c'est inimaginable. Et pareil, dans cette comédie, moi ce que je trouve, c'est que ça montre une part de réalité, qu'on le veuille ou non. Moi j'ai eu plein de personnes de ma famille qui ont bossé sur les chantiers, et d'autres qui sont femmes de ménage. Voilà. Et à côté de ça, ce que montre cette comédie, c'est que tout ça, encore une fois, les parents l'ont fait pour essayer d'avoir, eux, déjà une vie meilleure, mais surtout offrir un meilleur avenir. Et on voit aussi toute l'évolution qu'a eu cette génération née en France. Dans le film, la fille est avocate. Bien sûr. Moi, c'est le cas autour de moi. Il y a plein de gens qui ont fait plein d'études, qui sont aujourd'hui chefs d'entreprise. Certains de ses parents qui travaillent dans le ménage ou dans les petites tâches ouvrières sur les chantiers, aujourd'hui ont leurs entreprises. Il y a des belles histoires de réussite, comme le président de la Radio Bar, plein d'autres choses comme ça. Et ça montre une part de réalité et en même temps une part super touchante parce que ça dévoile aussi à tout plein de communautés que d'autres facettes qu'ils ne connaissaient pas. Tout à fait. Tu vois, c'est un peu ce dont je parle dans le spectacle à un moment, les 3 M, maçon, ménage, moustache. Derrière ça, il y a toute une autre richesse de vie. Et grâce à ce film, et puis d'autres sketchs, d'autres artistes comme Francisco, comme Jal, ça montre aussi un autre rapport. Jal, par exemple, va plus parler peut-être du côté portugais que tu peux croiser en te baladant dans la rue, en tombant par hasard sur un chantier. Ouais, Là, tu vas entendre tous les gros mots, toutes ces choses-là. Après, le but, c'est pour chacun d'entre nous, je pense que c'est là où il y a aussi une réussite, c'est que tu vois pas la même chose partout. C'était de prendre un axe, un point de vue différent, avec un objectif différent. La Cage Dorée, par exemple, c'est ça aussi que ça traite. Je trouve que c'est intéressant. C'est le problème. Moi, je le traite pas dans le spectacle. Mais le problème à un moment, tous ses parents se sont dit, on vient en France que pour un moment. Un jour, il fallait rentrer. Ce qui est un leurre, parce que c'est vrai qu'on sait qu'on crée des racines. C'est là où je trouve la richesse de cette comédie, de ce film de Ruben, ça a été de poser aussi ce problème. Qu'est-ce qu'on fait quand finalement, à un moment, tu as toujours rêvé de rentrer, mais tu peux plus parce que tes enfants sont devenus français. Ils sont nés là et ils ont des vies avec des couples mixtes, tout ça, des enfants qui naissent ici. Qu'est-ce qui se passe? C'est tout ce dilemme. Et puisque tu évoques le Portugal, question que je voulais te poser aussi, qui me brûle même les lèvres, c'est je sais que tu as déjà pu te produire au Portugal et évidemment il a fallu traduire, adapter, remanier le texte forcément. Quel a été le gros travail? Est-ce que les vannes fonctionnent? Est-ce que les thématiques sont forcément pas les mêmes? Le point de vue, comment tu as fait ça? En fait, déjà ça a été un gros boulot et puis surtout ça s'est fait par hasard. Un producteur qui avait entendu parler de moi là-bas m'a dit tiens, est-ce que tu es venu faire une tournée au Portugal? Il parlait le français, il comprenait le français et il avait bien aimé les extraits vidéo. Il m'a dit est-ce que tu veux faire une adaptation en portugais et venir la jouer ici, faire une tournée? Je fais ok. Bon, il m'a dit t'as 3 mois. Bon, on a bossé et on s'est posé cette question, qu'est-ce qu'on fait? On fait une traduction? C'est ce qu'on a fait dans un premier temps. Et après on s'est rendu compte que la traduction ne pourrait pas passer avec certaines vannes parce qu'ils n'auront pas les références. Donc on s'est dit en fait il faut faire une adaptation et tout simplement changer l'axe du spectacle. Dans la version française qu'on joue ici, c'est le point de vue d'un lusophone qui vit en France. Et il fallait métamorphoser le point de vue en un lusophone qui rentre au Portugal, on va dire, pendant la période du mois d'août. Et donc en fait raconter cette vie qui se passe pendant un mois. Et que les Portugais finalement retrouvent tout le temps parce que tous les Portugais là-bas ont de la famille qui est venue en France. Que ce soit un oncle, un cousin. Pour certains c'est même quasiment toute la famille. Et donc il y a ce choc des cultures. Et on s'est dit, on va travailler là-dessus. Le point de vue va changer, on va inverser ce point de vue. Et de la même manière qu'on parle du frantuguais dans la version française, dont on parle aussi dans la version portugaise, on va en plus y ajouter o Porto Fran. De manière à devenir o Jean-Claude Van Damme du frantuguais. Excellent, Jean-Claude Van Damme du frantuguais. Dis-moi, est-ce que... Au niveau du texte, par exemple, tout à l'heure, j'ai vu sur scène, il y a des choses quand même assez poétiques, ma foi. Aussi, ouais. Quand tu évoques, par exemple, si je ne me trompe pas,
mot à mot, je ne saurais pas le répéter, mais à la virgule près, je ne sais pas. Mais tu disais, tu faisais deux belles métaphores sur le mariage et le foyer, la famille. Si je ne me trompe pas, tu disais que le ciment du... Le mariage, c'est le ciment du couple. Les enfants, le ciment du couple. C'est l'enduit du couple. Ah, et les enfants, l'enduit du couple. Ça cache les fissures du temps qui passe. Qui casse les fissures du... C'est magnifique, ça. Ça cache les fissures du temps qui passe. Je pense que ça fait partie de ces expressions que... Moi, je trouve que ma famille, voilà, c'est des gens qui viennent de la terre. Et ça t'est venu comment? C'est en regardant les gens là... C'est en regardant tout plein de couples comme mes parents, qui malgré toutes les difficultés tiennent. Et comme beaucoup de couples, arrivés au bout d'un certain temps, sont les premiers à dire on s'est disputé, on s'est déchiré, mais plus le temps a passé et plus on s'aime. Chose qui est de plus en plus difficile pour notre génération aujourd'hui, où nous, on fait partie de cette génération où si ça va pas, des fois on n'insiste pas beaucoup et c'est peut-être là qu'elle se trouve la richesse. Ouais. Et donc, de la même manière que depuis que je suis tout petit et que j'allais au Portugal, donc moi, mes parents, c'est une famille qui vient de la terre, qui vient de la campagne. Quand je dis que mon père vient de Bragança, ma mère de Lolé, en fait, mon père vient d'un petit village de 50 âmes à 10 km de Bragança. On peut savoir ce que c'est le village? Et en fait, le village s'appelle Paramio. Et en fait, ce sont des gens qui, pour la plupart, n'ont pas fait tant d'années d'études que ça. Ils n'ont pas eu la chance que moi j'ai eu. Ils ont fait 2-3 années d'études et ils ont dû bosser. 4 pour ceux qui étudiaient le plus. Mais par contre, j'ai toujours trouvé qu'il y avait une richesse d'expression et de formules. Plus tu vas à la campagne, plus les gens ont des expressions, des formules. Souvent poétiques et parfois brutes, à première vue, mais qui sont quand même toujours avec une idée derrière. Un peu comme quand tu retrouves toujours dans les contes, les légendes de n'importe quel pays, c'est souvent des choses qui viennent du populaire, mais toujours avec une petite formule pour apprendre quelque chose. Et Dieu sait, dans le traduction, tu as des contes, je pense à des grands comme Miguel Torre, les contes traditionnels. Moi, toutes ces choses-là, j'en ai toujours entendu, alors que j'étais au milieu de gens qui n'avaient pas fait tant d'études que ça. Et donc on peut entendre à la fois des choses hyper familières, hyper parfois vulgaires, mais en même temps, si tu fais bien attention, il y a toujours un petit message derrière. Et c'est ce que j'ai essayé de mettre vers la fin du spectacle. Une question que aussi je voulais pas éviter, je voulais absolument te poser, c'est que tu t'es produit, tu as fait une belle série de grosses scènes avec des milliers et des milliers de spectateurs. On peut peut-être citer, je ne sais pas, à l'Olympia, si je m'abuse. Ouais, j'ai la chance de faire la première partie de Dulce Pontes, de Tony Carreira au Palais des Congrès, au Palais des Sports. Ponto Combo, non? Et Ponto Combo aussi, il y a une semaine. T'as eu une audience, alors, devant 20 000 personnes. 20 000 personnes. En plein air, c'était la première fois. En plein air, en plus, c'est encore une autre approche. Ouais. Et te retrouver au milieu de ces dates-là, te retrouver dans des petits endroits assez confidentiels comme ça, proches des gens, du regard des gens, même de la respiration des gens, de façon presque tactile. Qu'est-ce qui change? Beaucoup de choses, j'imagine. Beaucoup de choses. Après, bien sûr, tous les artistes rêvent de jouer à l'Olympia, de faire que des grandes salles, des grandes tournées, mais il ne faut pas aussi oublier d'où on vient et que le métier, de toute façon, se réapprend et se remet toujours en route sur les petites salles. Tu vois, je ne sais pas si tu en as entendu parler, mais il y a quelques semaines, Gad Elmaleh, son dernier spectacle a été montré à la télévision, et derrière il y a eu un reportage qui expliquait toute la construction de ce dernier spectacle qu'il avait, qui était donc son 4e. Et même lui racontait que ce dernier spectacle, j'ai été tester plein de choses dans tout plein de petites salles. Et alors, finalement, tous les artistes reviennent à ça aussi, parce qu'on sait tous que si ça marche dans une petite salle, ça marchera dans les grandes, ce qui n'est pas forcément vrai dans le sens inverse. Et encore ce soir, voilà, quand je disais que c'était la 4e version, mais ce soir on a encore, j'ai quand même, elle changera plus parce que l'histoire changera plus, mais ce soir il y avait 5 minutes nouvelles. Ce soir j'ai testé 5 minutes que j'ai commencé à créer il y a une semaine, 15 jours. Et donc ce soir on en profite. Et je sais que c'est dans ces salles-là que je vais pouvoir le tester et y avoir un vrai rendu, parce que si ça marche avec une trentaine, quarantaine de personnes, après dans une grande salle ça marchera. Dernière question, José. Donc c'est vachement, juste un truc, c'est vachement bien d'aller dans les petites salles, et il faut que le public aussi aille beaucoup dans les petites salles, parce que c'est là que tout commence, et c'est grâce à ces salles-là que on grandit. Exactement. Et si je peux me permettre, parenthèse perso, et n'oublions pas les amis qu'il y a la fameuse touche replay dans vos box. Donc arrêtez vos programmes télé et venez voir les spectacles vivants. C'est ça. Voilà. C'est super important. Il faut venir voir José et tous les autres comparses qui font du spectacle vivant en direct. Là, la vie n'attend pas. Donc allez les soutenir avant que ce soit trop tard. Et en plus aujourd'hui c'est moins cher que peut-être dans quelques années. Ah bah oui, plus il sera connu l'ami José, plus Hollywood, qui sait même Bollywood. Lollywood.
Lollywood. Comment tu le dis? Lollywood. Lollywood. C'était mon père. Mon père, en fait, quand j'avais 18 ans, j'avais dit que je partais en Amérique. Il dit, ah, tu vas à Lollywood. Et c'était à 18 ans, c'était mon rêve. À 18 ans, je me suis dit, je pars pas au Portugal, je vais réaliser mon rêve, je vais aux États-Unis. Et je suis allé. Et donc ça, je l'avais noté à l'époque, et du coup, 10 ans plus tard, c'est dans le spectacle. Je sens bien qu'un de ces cas, tu vas les intégrer sur scène physiquement, tes parents, non? T'aimerais pas un jour les pousser sur scène, qu'ils aient leur quart d'heure de gloire? Non, je pense que c'est bien qu'ils restent au fond, dans le public, et... sinon ils vont faire des sketchs. Dis-moi, et j'allais te poser une dernière question, je te la pose tout de suite, mais je profite de ta parenthèse perso si tu me le permets. Comment est le José Cruz en famille? Est-ce qu'il t'impose aussi des moments comme ça, genre vas-y à table, fais-nous un truc? Quand j'étais petit, je le faisais. J'aimais bien faire des imitations, essayer de faire rire la famille. C'est à peu près les premiers spectacles qu'on a tous fait. J'ai l'impression que tout le monde fait un peu la même chose. Que ce soit un humoriste, un comédien, un musicien, c'est devant la famille les premiers spectacles, même si ça fait 10-15 minutes. Mais dans ton cercle intime, on t'exige pas, on te demande pas des choses. Non, ça c'est bon dans ma famille. Non, justement, ils me laissent très tranquille. Et comme je suis souvent absent, comme par exemple ce soir on est samedi, je suis pas avec eux. On a souvent beaucoup de repas de famille dans les familles portugaises. Ah, que oui. Je suis souvent absent, donc quand je suis en famille parce que je joue pas, non. Je leur raconte ce que je fais du coup, mais non, ils me demandent pas de jouer maintenant. Avant, ouais, maintenant non. Et voilà, la dernière question était fatalement la suite. Le prochain épisode, est-ce qu'il y aura une suite à ce spectacle-là? Alors oui. C'est la grande question qu'on se pose toujours. Qu'est-ce qu'on fait après un premier spectacle? Est-ce qu'on a toujours quelque chose à raconter? Parce que celui-là, tu l'as tellement rodé et tellement testé devant on vient de le dire, des salles et forcément des publics différents. Donc j'imagine que tu dois songer maintenant à la suite. Je sais pas, 7e art, qui sait? Alors bon, il se trouve qu'il y a plein d'autres projets qui se mettent en route. Il y aura des nouveautés à la rentrée. Là, le spectacle, pour l'instant, va déjà continuer à partir en tournée. On a des dates jusqu'à février, en France, mais aussi en Suisse. Où, par exemple, récemment, j'ai fait le dernier festival de Montreux. Donc on va retourner en Suisse, on va retourner aussi au Luxembourg, ainsi qu'au Festival des Frères Taloche en Belgique, le Vaurire de Liège. Donc on va avoir plein de dates en tournée. Sur Paris, il n'y aura plus que 2-3 dates. Et puis moi je vais me donner du temps pour écrire quelque chose de nouveau. Alors on verra ce que ça donne. J'en profiterai pour le tester dans tous les lieux où j'ai démarré, comme le grenier dont j'ai parlé tout à l'heure, où j'ai fait ces 5 premières minutes. Je vais retourner jouer là-bas pour tester des nouveaux. Puis au fur et à mesure, je vais reprendre la même formule, je vais essayer de reconstruire quelque chose de nouveau. Est-ce que en testant au fur et à mesure. Pour l'instant, on t'est un petit peu évidemment tout ça, tu nous le diras le moment venu. Et pour finir vraiment, tu écris n'importe où? Ouais. Tu t'enregistres même quand tu es en voiture, quand tu as une même idée, des fois quand je conduis, j'ai des idées, je les note. Et vive la technologie, il suffit de prendre ton smartphone, maintenant tu appuies et ça enregistre, même pendant que tu conduis. Non, j'écris un peu partout, donc, mais des fois je m'isole beaucoup dans des cafés pour voir les gens, pour observer. Donc faut pas que les gens aient la fâcheuse idée de il faut qu'ils disent des choses. Smartphone, parce que sinon dans ton dictaphone doit y avoir des bouts de sketch. Voilà, ouais, plein de bouts de sketch, mais après il faut les comprendre. Il faut comprendre aussi, parce que des fois c'est non, mais sinon il faut que les gens parlent, s'expriment, et puis moi comme je me balade et que j'aime bien observer dans le métro, dans le RER, notamment la scène qu'il y a dans le spectacle sur quand on est tout serré et qu'on a besoin de serrage, quand on se sent seul. Voilà. Faut venir voir le spectacle pour comprendre, mais voilà, ça c'est des choses un peu... J'essaye d'adapter des choses un peu que je vois autour de moi, réelles, pour les amener sur scène, et puis là, on va dire que je vais repartir pour quelques mois d'observation et d'écriture. Excellent, merci encore José et pour ce grand Patrick. Moment de théâtre. Et on a... Miguel. Et fatalement, hola. Hola. Et até breve, mille merci. Et à bientôt. Merci, obrigado. Beijinhos. Bisous.